Je vais être obligé de me débarrasser de vous maintenant. Apparemment, les guerriers de l'espace ont une grande confiance en eux. Ce n'est pas bon d'avoir trop confiance en soi, vous savez. On risque de se faire surprendre. Voulez-vous que je vous élimine tous les trois en même temps? Je te trouve un peu trop sûr de toi. Très souvent, on se retrouve dans un genre de situation, on a une idée, un avis, une pensée ou encore un jugement, et on en est vraiment sûr. Rien ne nous fait réellement douter, qu'on soit tout seul dans notre coin à y penser, ou à plusieurs en train de débattre avec plus ou moins d'intensité. Seulement, de nombreuses fois, il s'avère que l'on a tort, alors qu'on était réellement sûr de nous au départ. C'est toutes ces situations, qui n'ont rien d'extraordinaire, qui m'ont amené à considérer que l'on ne peut pas être sûr d'avoir raison. On est tous d'accord pour dire que l'on ne peut avoir aucune certitude en ce qui concerne les événements futurs. On ne peut pas prédire le futur. Si vous le pouvez, d'une part, vous avez des capacités assez extraordinaires, et d'autre part, ça laisserait entendre qu'on a un futur, même si on pourrait en avoir plusieurs, mais ça voudrait dire qu'on a une sorte de destinée, et si on a une destinée, est-ce qu'on a vraiment du libre arbitre? Et si on n'a pas de libre arbitre, on rentre dans des débats un peu plus profonds. En bref, ça part en couille. Du coup, on va essayer de rester relativement réaliste. Le futur, c'est le futur, et rien ne nous permet de dire avec une certitude de 100% ce qui va se passer. On ne peut pas savoir, on peut seulement supposer. Malheureusement, il peut nous arriver de nous persuader de quelque chose de futur, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Exemple tout simple, vous êtes sûr d'avoir réussi votre contrôle, votre examen, votre compte-rendu, peu importe. Vous avez produit quelque chose et vous êtes certain de l'avoir bien réussi et de satisfaire là où les personnes qui vont juger et évaluer votre travail. Vous vous dites donc, j'aurai une bonne note, ils vont kiffer et ça va marcher. Donc vous prédisez quelque chose, le résultat n'est pas encore arrivé mais vous le dites avant. Vous vous persuadez de quelque chose qui va arriver dans le futur. Et au final, parfois, ça marche pas, ils kiffent pas et vous avez une note de merde. Vous étiez sûr de vous et pourtant vous êtes trompé. Donc, vaut mieux ne pas se persuader de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, et encore moins quand cela dépend pas de nous. Quand c'est quelqu'un d'autre qui doit par exemple ici juger notre travail, on a encore moins de contrôle là-dessus. Passons à des notions appartenant plus au présent et au passé, sur lesquelles on peut débattre. On va parler des connaissances. On en a tous un nombre incalculable, malgré ce qu'on peut parfois penser, mais on a plutôt tendance à être relativement sûr de ce que l'on sait. Déjà, on peut différencier ce que l'on sait et ce que l'on croit. Quand on croit quelque chose, il y a une certaine incertitude dans ce qu'on croit. Mais quand on le sait, cette incertitude est presque absente. Donc, croire et savoir sont bien deux choses différentes. Pourtant, on a tendance à mélanger parmi l'ensemble de nos connaissances ce que l'on sait et ce que l'on croit. Pour ordonner un peu tout ça, on peut utiliser un modèle qui me semble assez représentatif. Ça s'appelle l'échelle de la connaissance. À la base de cette échelle, on retrouve celui qui a entendu parler, celui qui a entendu dire, celui qui n'était pas vraiment attentif, mais qui a perçu une information, une donnée, une connaissance. Mais comme il n'était pas très attentif, cette information, il n'y a pas vraiment réfléchi et elle peut lui revenir, mais il n'en aura aucune certitude. Ensuite, il y a celui qui a vu, qui a lu, ou même qui a entendu, mais lui, il était vraiment attentif, c'est-à-dire que il a pu capter l'ensemble des informations qui lui étaient données et il pourra s'en servir avec plus de précision que celui qui n'était pas attentif. En apprenant quelque chose de nouveau, il peut nous avoir l'envie de rechercher, de creuser un petit peu le sujet. Et c'est ainsi qu'on retrouve celui qui fait des recherches. C'est celui qui vérifie les informations qu'il a découvertes au préalable et qui s'instruit un petit peu plus profondément dans le sujet. Ainsi, il peut solidifier ses connaissances et en apporter de nouvelles. Au fur et à mesure qu'il acquiert de nouvelles connaissances, il peut être amené à les utiliser. Il peut obtenir un diplôme pour travailler et utiliser ses connaissances, ou alors il peut les enseigner, les partager avec ses proches, et là on peut vraiment le qualifier de celui qui utilise ses connaissances. Il en a une quantité certaine,
Et en plus, il les utilise régulièrement, ce qui fait que ses connaissances se solidifient encore plus. Plus il accumule les connaissances sur ce sujet, et plus il les utilise, et plus il gagne de l'expérience autour de son sujet. Ainsi, il peut progressivement maîtriser son sujet, et il devient celui qui maîtrise. Dans ce cas-là, ses connaissances sur un sujet, plus ou moins précis, peuvent s'affiner énormément, et il peut atteindre le titre d'expert, qui est donné aux personnes qui en savent le plus sur un sujet. Malgré tout, cet expert peut avoir des incertitudes, tout simplement parce que personne ne peut tout savoir. Et même l'expert a des doutes. Il y a des choses qu'il ne sait pas, des choses sur lesquelles il s'interroge, des choses sur lesquelles il travaille encore, et des choses qu'il va progressivement découvrir, ou pas. Pour illustrer cette idée, voici un court extrait d'une conférence de Richard Feynman, un grand vulgarisateur scientifique du XXe siècle. Why laws like Newton's laws for the motion of planets last such a long time. He guessed the law of gravitation, calculated all the kinds of consequences for the solar system and so on, compared them to experiment, and it took several hundred years before the slight error of the motion of Mercury was developed. L'idée est bien que Newton était un expert dans son domaine, dans les sciences en général, mais plus particulièrement dans les sciences physiques comme la mécanique et puis la gravitation universelle. Et pourtant, on s'est aperçu qu'il avait commis une erreur. Comme quoi, même les experts commettent des erreurs. On va maintenant aborder l'idée de la subjectivité. On va partir d'une citation de Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle, qui dit « Mes idées relèvent d'abord de ma relation avec le monde et ma manière d'être affecté par les choses qui m'entourent. » On peut comprendre que mes idées correspondent à ma perception du monde. Et ma perception du monde est affectée par les choses qui m'entourent, comme mon éducation, ma culture, mes croyances, mais aussi mon ressenti et mes émotions. De cette manière, chacun perçoit les choses différemment, aussi bien intellectuellement que physiquement, puisque nos perceptions sont dites sensorielles, donc elles relèvent des sens, que notre corps perçoit. Et comme on a tous un corps différent, on a tous des perceptions différentes. De la même manière, on interprète tous ces perceptions différemment, donc on a tous des idées différentes. Des concepts comme les goûts, la beauté ou encore le plaisir sont différents pour chacun d'entre nous. On perçoit les choses différemment, donc nos points de vue sont différents. Cependant, il peut nous arriver d'être d'accord avec une ou plusieurs autres personnes sur différents points. On peut avoir les mêmes idées, on peut penser de la même façon. On peut donc s'interroger sur ce qu'est la raison, à quoi cela correspond. Comment savoir si on a raison? Pour y répondre, je peux vous proposer une idée de la raison qui est subjective. En fait, quand on a raison, notre idée est reconnue comme universelle et légitime. C'est-à-dire que cette idée dépasse ma simple subjectivité et que chacun peut considérer qu'elle est acceptée dans ma société. Si je dis « les hommes et les femmes sont égaux en droit », ma société reconnaît éthiquement que c'est vrai, donc mon point de vue est reconnu comme légitime et j'ai raison. Seulement, si je dis « aujourd'hui, les hommes et les femmes ne sont pas égaux en droit », d'une certaine manière, j'ai également raison. Si on prend l'exemple de la France, mais même dans plein d'autres pays, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits. On se rend bien compte qu'il y a une contradiction ici, puisque je peux dire une chose et son contraire, et j'ai raison dans les deux cas. Et là, vous pouvez vous dire « What the fuck ?» La grosse différence entre ces deux phrases est le contexte. Et cette idée de contexte est, selon moi, une des plus importantes dans l'idée d'avoir raison ou non. Si je dis, encore une fois, que les hommes et les femmes sont égaux en droit, si on m'envoie 2000 ans en arrière, à Rome, je dis ça, j'ai tort, puisque éthiquement, la société ne reconnaît pas que les hommes et les femmes sont égaux. De la même manière, dans le contexte actuel, ici en France, il y a des inégalités de droit entre les hommes et les femmes. Il n'y a rien à démontrer là-dessus,
On est tous d'accord pour dire que c'est vrai. Et la seule chose qui a changé entre ces deux phrases, c'est ce fameux contexte. C'est vraiment cette idée qui permet de qualifier certaines choses d'indubitables, c'est-à-dire sur lesquelles on peut vraiment être sûr. Si je dis aujourd'hui, en France, le 16 janvier 2017, François Hollande est président de la République, j'ai raison, on ne peut pas me contredire. Cependant, c'est bien parce que on est dans ce contexte d'aujourd'hui en France. Comme leur nom l'indique, on ne doute pas de ces choses-là. Donc comme on n'en doute pas, on ne se pose pas la question consciemment. Donc il n'y a pas de réflexion autour. Ici, on essaye de se concentrer sur les notions qui portent à débat. Puisque on est beaucoup amené à débattre dans notre société, et on voit des débats partout, et beaucoup en politique en ce moment, et ça peut être intéressant de relativiser un petit peu certains propos. Également, en vous disant que je pense qu'on ne peut pas être sûr d'avoir raison, il ne faut pas comprendre, je pense qu'on ne peut jamais être sûr d'avoir raison. Parce que en disant le mot jamais, j'ajoute une certitude à mon propos, et ça contredit tout. Donc on ne peut pas être sûr d'avoir raison, mais dans certains contextes, il y a des choses sur lesquelles on ne doute pas, on ne se pose pas la question. Et puis il s'agit de mon avis, de ma philosophie, et j'accepte totalement de me tromper. Et très régulièrement, je remets toutes ces idées en question. On pourrait dire que je suis un sceptique, au sens philosophique du terme, pas au sens courant on va dire, et j'accepte totalement, ça ne me dérange pas du tout de remettre en question et de douter des choses qui m'entourent. Je pense qu'il vaut mieux accepter à l'avance qu'on peut se tromper, être prêt à se tromper, plutôt que de s'entêter et au final tomber de haut. Dans tous les cas, il faut bien retenir que rien n'est définitif, rien n'est absolument sûr et certain. Il faut toujours accepter l'erreur et le changement. En plus, rien n'est vraiment manichéen, rien n'est vraiment tout noir ou tout blanc. Ainsi, il vaut mieux ne pas être trop sûr de soi, parce qu'en général, la seule chose qui rentre en compte dans ces cas-là, c'est notre ego, et il vaut mieux ne pas se mettre à douter d'absolument tout, parce que ça n'a pas grand intérêt. Tout cela dans le but de plus remettre en question ce qui nous entoure, afin de stimuler notre esprit critique, et aussi de maximiser notre ouverture d'esprit, dans le but de moins tomber dans les pièges de notre société. So we never are right, we can only be sure we're wrong. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo. Le but de cette série étant de vous partager ma philosophie, en gros la manière dont j'aborde la vie et certains de mes principes qui me sont utiles au quotidien. N'hésitez pas à signaler ce qui vous a plu et aussi ce qui vous a pas plu pour que ça puisse être amélioré par la suite. Et partagez aussi votre avis sur le sujet pour qu'on puisse tous faire évoluer nos idées ensemble.